Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la victoire du Barça contre Villarreal 3-0. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, on va se le faire tranquillement les gars, moi je suis explosé, je vous avoue, voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc voilà, je tourne très tard en plus, là il est quelle heure? Il va être 4h30 bientôt et je tourne à peine ma vidéo, donc je sais pas à quelle heure elle va sortir, bref, on s'en fout complètement, mais voilà, d'où l'explication du soleil qui tape derrière et que la vidéo est moins jolie je trouve. Enfin bref. Le constat du match les amis, c'est qu'il y a un Barça, effectivement, avec et sans Busquets. Évidemment ce n'est qu'un match, on va pas en faire des caisses non plus, on va pas non plus abuser, en faire des grandes conclusions, mais quand même le constat pour moi, il est quand même clair. Les deux joueurs sont ou peuvent en tout cas être les deux patrons au milieu, sauf que en fait tu ne joues pas du tout de la même façon hein, selon qui est sur le terrain. Évidemment je vous apprends rien, c'est pas c'est pas une grande découverte non plus, mais voilà, c'est après c'est à Xavi évidemment de décider qu'est-ce qu'il veut faire tout simplement. Est-ce qu'on joue avec un Busquets voilà qui était peut-être un peu plus cérébral mais moins tu vois de toute façon, ou est-ce qu'on joue avec un Frenkie qui est un peu plus entreprenant, un peu plus agressif, qui met un peu plus d'intensité, même s'il a toujours des points à améliorer, pas mal de points on va dire, lâcher la balle, tout ça, jouer long, tout ça, ok, ça on le sait, mais s'il s'améliore là-dedans, il va vite devenir indiscutable pour moi, évidemment. Pour moi, bon, bref, il est déjà indiscutable, vous avez compris, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors je dis pas qu'on n'a plus besoin de Busquets, hein, vous connaissez mon avis un peu sur la situation de Busquets, sur ses qualités, sur sa forme actuelle, on va dire, mais Frenkie t'apporte une certaine sécurité que Busquets ne peut plus t'apporter, tout simplement. Hier, le Frenkie nous sort une masterclass, et ce qu'on pouvait lui reprocher avant, c'est-à-dire sa difficulté à récupérer des ballons ou à être un peu agressif ou être concerné dans le jeu, des fois on savait pas trop, il était un peu éparpillé, mais il était pas trop à la récupération en soi, il récupérait pas énormément de ballons dans les matchs et tout ça. Et voilà, donc ce qu'on pouvait reprocher dans un premier temps, quand tu t'attends à un milieu récupérateur, tu t'attends à ce qu'il récupère des ballons, là voilà, on peut plus lui reprocher, vous voyez. S'il continue à enchaîner comme ça ses performances, ça ne peut plus être bien pour l'équipe tout simplement. En plus de ça, il t'apporte quand même une qualité de percussion et de projection, que ce soit pour ressortir du pressing ou pour se projeter et casser des lignes, casser des lignes au milieu pour se projeter en attaque. Personne ne fait ça dans l'équipe, à part Frenkie. De toute façon, on le sait, personne ne s'assoit à sa table. Et oui, donc comme je le dis, il va falloir qu'il enchaîne à ce niveau-là, évidemment, parce que il est pour moi indiscutable quand il sort de ce genre de match. Mais si c'est pour faire un match sur 3 comme ça, voilà, et que le match d'après, on ne le voit pas, il est transparent et il nous sort un match très moyen, ça ne va pas, voilà, il faut qu'il enchaîne, logique. Bref, aujourd'hui on va un peu changer de façon de faire, voilà, d'habitude je commence par les analyses des actions et tout ça et je finis par les questions, là je vais faire l'inverse. On va commencer par les questions, comme ça j'ai fait une petite intro assez courte, on va dire par rapport à d'habitude, et on va revenir un peu sur l'analyse du match ou l'analyse à froid on va dire, mais en répondant aux questions, ça peut être sympa. Hein. On commence donc par Sharin Crossboy qui dit, est-ce que c'est vraiment reparti? Alors attention, oui hier, dans le débrief, moi j'étais surexcité, vous m'avez vu, j'étais comme un fou, je parlais à 2000, ok, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'enflammer. J'étais tout simplement content de ce match-là, de la victoire 3-0. J'étais content des buts, voilà. Même si en deuxième mi-temps on s'est endormi, mais voilà, j'étais de bonne humeur tout simplement. C'est pour ça que j'étais excité. Rien de fou. Comme je le dis souvent, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer quand on connaît l'histoire, les gars. On va s'enflammer pour une victoire et 3 jours après on va sortir un mauvais match et on va ressortir les pancartes. Ah, il faut virer Xavi. Alors que juste là on a fait un bon match. Ouais, Xavi. Tu vois. Faut pas tomber dans les extrêmes en fait. Si on fait un très bon match, on va pas crier au génie, et si on fait un mauvais match, on va pas dire il faut dégager tout le monde, tu vois, ce n'est pas noir ou blanc, il faut nuancer certains trucs, donc il faut rester calme, avoir un peu de recul, même si dans les débriefs à chaud on peut s'exciter un petit peu, ok, mais en soi la situation elle est claire, voilà, il faut pas s'enflammer, faut pas s'attendre à, parce qu'on a gagné un match, les gars, qu'on va tout gagner, voilà, c'est logique, hein. Moi je le dis depuis le début, il faut laisser du temps à Xavi et à cette équipe là, et voilà, pas tomber dessus sur Xavi ou même sur les joueurs au moindre résultat, évidemment qu'on peut tomber sur les joueurs quand on fait des matchs catastrophiques et qu'on manque d'envie sur le terrain, évidemment, pour moi c'est une faute professionnelle, mais en règle générale, sur le long terme comme ça, il faut laisser du temps à cette équipe là de jouer. Xavi lui, il a pas changé son système de jeu, les gars, tout le monde dit Xavi doit changer son approche, il doit changer la façon de jouer de l'équipe, tout ça, parce que ça va pas. Hier il a absolument pas changé, on a continué à jouer comme on joue depuis le début de saison, cette fois-ci ça a marché, on a gagné le match. Alors est-ce que on a vu des Xavi
doit être viré, on ne l'a pas vu bizarrement. Pourtant on a joué de la même façon, c'est juste il a changé des joueurs les gars, c'est tout simplement ça. Si les joueurs reviennent en confiance et que les joueurs qui sont sur le terrain adhèrent, on va dire, à cette philosophie de jeu, à cette animation, cette façon de jouer, et qu'ils comprennent le truc, et que tout le monde est en confiance, et que ça se passe bien, que les connexions sur le terrain se font entre les joueurs, ça va marcher en fait, tout simplement, c'est tout. Il n'y a pas à chercher, mais pour ça il faut du temps, tout simplement. Donc ce qui est sûr, c'est que cette victoire, là, les gars, elle va donner de la confiance à pas mal de joueurs. Je pense surtout à Frenkie, à Ferran Torres, à Ansu Fati, à Lewandowski, Jordi Alba et même Koundé. Donc même Jordi Alba, les gars. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que même s'il y a des joueurs dans le lot, dans ce que j'ai donné là, qui sont pas forcément des titulaires indiscutables, ou on veut pas les forcément, certains des supporters, ou peut-être, bref, dans la globalité, on veut pas les voir sur le terrain. Je pense à Jordi Alba, il y en a beaucoup qui veulent pas voir Ferran non plus titulaire. En attendant, ces joueurs-là, s'ils reviennent en confiance, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour la concurrence, tout simplement. Il faut que les joueurs soient concernés, je l'ai dit, je le répète, je changerai pas d'avis là-dessus. C'est logique, dans le sport, dans des compétitions, les gars, faut qu'il y ait une concurrence dans l'équipe pour que ça pousse vers le haut tout le monde, en fait, tout simplement. Et l'équipe s'en portera beaucoup mieux. Donc le retour un peu en confiance de tous ces joueurs-là, c'est parfait pour la suite de la saison, c'est tout. On n'attend pas un Ferran Torres titulaire, on n'attend pas peut-être un Jordi Alba titulaire, mais c'est bien qu'ils prennent de la confiance, c'est bien pour Ansu aussi qui a sorti on va dire un bon match, même si bon voilà, tout n'a pas été parfait, mais c'est bien. Ensuite une question d'Ambroise qui dit Ansu Fati de retour, donc j'en parlais d'Ansu Fati, je fais la petite transition. Moi je pense qu'il faut être patient avec Ansu, encore un petit peu, oui, il revient petit à petit, ça fait plaisir. Ce que je retiens quand je vois le match de cette attaque, c'est que ça joue bien tout simplement, ça cherche pas à aller dribbler, à provoquer au moindre truc. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue simple aussi, et ça marche mieux en fait, tout simplement. Face à la meilleure défense de Liga, quand même, on a semblé très facile. On a marqué 3 buts. Je dis pas que c'est incroyable, on a mis quand même 3 buts à la meilleure défense de Liga, tout simplement. Alors il leur manquait des joueurs, il leur manquait quand même Capoue sur le terrain, Lo Celso qui aurait été utile, mais je veux bien. Mais il y a cette meilleure défense de Liga, on leur a mis 3 buts. Et on n'a pas eu, j'ai pas l'impression qu'on ait eu vraiment du mal. On leur a mis 3 buts en une seule mi-temps, la deuxième mi-temps on l'a pas joué les gars. Donc franchement, voilà, ce que je retiens aussi, ce qui me fait un peu marrer, pas vraiment, mais tu connais frère, façon de parler, ce qui me fait marrer là-dedans, c'est que Ansu Fati et Ferran Torres ne sont pas du tout à leur, sont très loin de leur top niveau. Ils sont très loin de leur top, d'être au top dans leur confiance, mais aussi dans le rythme et dans le niveau qu'ils ont sur le terrain, ce qu'ils peuvent apporter. Ils sont très loin du top et même avec ça les gars, ça joue très bien en fait. Et on fait la différence et on met 3 buts en une mi-temps. On a 2 joueurs qui sont en manque de confiance, qui sont peut-être les joueurs qui sont le plus en manque de confiance, peut-être avec Rafinha aussi qui commence à être un peu dans ce cas-là. Mais voilà, des joueurs en attaque, en termes offensifs comme ça, qui sont vraiment en manque de confiance, les pires de l'effectif dans ce domaine-là, et ça joue beaucoup mieux. C'est quand même, imaginez les gars, imaginez ces joueurs-là en pleine confiance, au top, tout ça, ce que ça peut donner à ce moment-là. Bref, pour parler d'en dessous un petit peu, c'est pour parler stats, c'est 3 buts et 3 passes décisives en 336 minutes Ansu Fati. Alors le monde entier, on va dire, peut lui tomber dessus, soit lui tape dessus, soit en attendre beaucoup plus. Moi c'est un peu mon cas, je vous avoue, évidemment j'en attends un peu plus d'Ansu Fati, forcément, même si je lui laisse le temps, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'en attends toujours un peu plus d'Ansu Fati par rapport à ce qu'il a montré, son potentiel, tout ça. Je sais qu'il peut en faire beaucoup plus. C'est juste un problème de confiance, donc j'ai envie qu'il y aille, qu'il ose, tout simplement. Voilà. Après, je suis patient. Donc on peut en attendre un peu plus, mais en attendant, c'est pas catastrophique. 3 buts, 3 passes décisives en 336 minutes, les gars, c'est un des attaquants qui est le plus décisif, le plus souvent, on va dire. Il est décisif toutes les 59 minutes, si j'ai bien suivi l'histoire. Ce qui est quand même le meilleur de Liga. Mais bon, bref, ok, en très peu de matchs, en très peu de confiance, il revient de blessure, tout ça. Dans cette situation. Prenons Vinicius par exemple. Je ne veux pas critiquer Vinicius, c'est un très bon joueur, tout ça. Voilà, on nous le vend comme un futur ballon d'or. Comme un crack, le crack ultime. Donc il est très bon, attention, voilà. Mais Vinicius, c'est 5 buts et 2 passes décisives en 871 minutes. Ça fait qu'il est décisif 7 fois, donc, en 871 minutes. Ansu Fati est décisif 6 fois, en termes de stats, quoi, en 336 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le lot? À côté, Ansu Fati,
Soi-disant, on lui tape dessus, il est nul, machin, il est pas en forme, ok. Qui est le plus souvent décisif cette saison en Liga? C'est Ansu Fati. Alors que le gars est pas du tout dans la même situation. Il revient de blessure, il est pas du tout en confiance, il joue pas souvent, il joue des bouts de match. Ansu Fati, les amis. Donc comme quoi, des fois, les avis aussi, on va dire, en général comme ça, de la communauté, sur les réseaux sociaux, ça peut être très trompeur. On peut entendre beaucoup de choses après des matchs, après des bouts de match, ou en voyant les stats, ouais, Ansu Fati, voilà, il a loupé des occasions. Ah, Ansu Fati, il dribble pas, machin. Moi, je l'ai dit aussi, Ansu Fati, il ose pas assez. On dirait qu'il a perdu sa confiance pour aller provoquer un peu en 1 contre 1. Ça, y a pas de problème. Mais voilà, tout cet avis-là nous dit que, ouais, bah, Ansu Fati, cette année, il est pas ouf. Eh ben non, finalement, non. En fait. Donc tant mieux, s'il continue comme ça, il retrouvera sa confiance et peut-être qu'il sera vraiment de retour. On continue avec Olivier qui dit « Hola frérot, Torres début timide mais on a l'impression qu'il retrouve de la confiance ». Hola frérot. Oui, Ferran Torres, son match d'hier, c'est un peu à l'image de Ferran Torres depuis qu'il est là. C'est-à-dire que il commence timidement, voilà, il ose pas trop, il est un peu hésitant, tout ça dans ses actions, et du coup il fait quelques ratés, et au final, son action où il fait la passe décisive pour Ansu Fati, eh ben ça lui apporte un peu de confiance. Et direct après, on a vu la différence, il a commencé à oser, à être un peu plus à l'aise et tout ça. Donc, voilà. Après, je le répète les gars, Torres, il a ses lacunes. C'est pas un mec comme Dembélé qui va dribbler, qui va passer tout le terrain, tout ça. Mais quand il est proche des attaquants ou de la surface adverse, il cherche toujours à combiner, voilà. En premier, c'est la première chose qu'il cherche à faire, c'est à combiner, c'est pas forcément à dribbler. Alors c'est bien de vouloir dribbler quand t'es ailier, forcément. Quand t'es ailier, il faut savoir dribbler, sinon frère, si tu sais pas passer, il y a un problème. Mais en attendant, il y a les dribbleurs, et il y a les mecs comme ça qui sont collectifs et qui cherchent toujours à combiner, voilà. Ferran Torres, on le verra après en image, hein. Ferran Torres, il a le ballon, et avant même de le recevoir, il cherche déjà ses coéquipiers pour chercher à combiner, pour jouer plus vite. Ça accélère le jeu, c'est pas plus mal. Voilà, il faut des joueurs dribbleurs dans l'effectif, mais il faut aussi des joueurs comme ça. J'espère qu'il reviendra à son niveau, hein, qu'il avait avant de revenir à Barcelone, et voilà, qu'il pourra beaucoup apporter à cette équipe, tout simplement. Que ça soit en tant que remplaçant ou titulaire, peu importe. Moi, peu importe. Dernière question de Andrea qui dit De Jong en 6, un pari gagnant. Oui. Oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec ce genre de match, il gagne sa place de titulaire haut la main, on va dire. Après, comme je l'ai dit, faut qu'il enchaîne, qu'il soit plus régulier, voilà, faut qu'il enchaîne, tout simplement. Même un Frenkie comme ça, comme hier soir, très difficile de l'arrêter, Quasi impossible de lui prendre le ballon, sur le pressing, tout ça, on verra, hein. Je vais montrer pas mal d'actions de Frenkie, tout ça. Impossible de lui prendre le ballon, quasiment, parce qu'il est physique, parce qu'il est puissant, il se projette, les joueurs, ils ont peur même. De se faire passer par le dribble ou par la vitesse. Il est très bon pour ressortir les ballons aussi sous le pressing. Enfin bref, voilà, c'est. En plus de ça, on a vu un milieu quand même assez complémentaire hier. Un Pedri qui ça jouait bien en fait. Ça jouait bien. Les mouvements des milieux de terrain étaient très bien. Pedri, j'ai vu sur Twitter, ça dit Pedri il joue trop bas quand il est avec Busquets. Ce que je disais moi, hein, que Pedri était trop bas, qu'il fallait qu'il joue plus haut. Mais ce que j'ai vu sur Twitter, c'était genre Pedri il joue plus bas avec Busquets qu'avec Frenkie, alors que c'est totalement faux en fait, il joue pareil. Pedri maintenant c'est son, je sais pas si c'est une consigne de Xavi ou si c'est lui qui a envie de plus participer au jeu, mais Pedri il a tendance à redescendre. Avec Frenkie en plus de ça, c'est un peu plus logique parce que Frenkie il a tendance à plus monter, à se projeter. Et sur certaines occasions, on a vu un Frenkie des fois qui prenait la balle, comme sur le but d'Ansu Fati, le 3e d'ailleurs, Frenkie qui prend la balle et qui se projette vers l'avant, et Pedri du coup qui vient se placer plus bas, qui reste un peu bas. Et bref, il y avait ces mouvements-là. Pedri, de temps en temps, il venait épauler un peu Frenkie pour ressortir les ballons, pour apporter sa qualité dans le jeu, tout ça, dans la construction, tout simplement. Et aussi, de temps en temps, il va jouer haut, il laisse Frenkie seul. Frenkie était seul, hein, en 6 la plupart du temps. Après, Pedri, de temps en temps, redescend. Regardez sur le premier but, Pedri redescend bas, et c'est de lui que vient l'action. Il la déclenche avec sa passe laser, tout simplement. Mais voilà, j'ai vu un milieu assez complémentaire. Donc un Pedri et un Frenkie qui jouaient... Frenkie qui était vraiment placé en 6. Pedri qui jouait haut, mais souvent quand même proche de Frenkie. Et Gavi qui jouait quand même le plus éloigné, on va dire. Et qui a beaucoup d'activités, vous le savez. Gavi de temps en temps même qui était placé ailier, qui jouait assez plus proche peut-être de Ferran Torres. Ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de déplacements. Il y avait beaucoup de déplacements intelligents. Personne se marchait dessus, tout simplement. Et ça, c'est sympa. Et puis on a retrouvé une activité dans le pressing, tout ça. C'est une intensité au milieu et ça nous avait manqué, hein.
Et là, ça fait toute la différence. Après, maintenant, la question dans le futur, c'est avec qui pourrait jouer Frenkie? Est-ce que ce milieu-là va rester comme ça? Est-ce qu'il faut jouer avec Frenkie, Pedri, Gavi? Moi, je pense que la plupart du temps, oui, peut-être. De temps en temps, il faut mettre Busquets, je dis pas, mais de ce qu'on a vu hier, c'est un milieu qui fonctionne bien. Donc autant continuer sur cette continuité, quoi. Continuer là-dessus. Pourquoi pas mettre Kessié de temps en temps aussi? À voir. Est-ce qu'on le met à la place de Frenkie? Est-ce qu'on le teste en 6? Est-ce qu'on met Kessié à la place de Gavi? Mais du coup, est-ce que ça manquera un peu de créativité ou de jeu vers l'avant? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, mais en attendant, il faudrait le tester sur quelques matchs. Ça, c'est clair. Donc maintenant, on va passer à l'analyse des actions, des buts, tout ça. Dans ce match-là, on a retrouvé quand même une équipe voilà, qui met de l'intensité, comme je le disais, surtout en première mi-temps. Hein. Bien entendu, parce qu'en deuxième mi-temps, les gars, j'ai pas revisionné la deuxième mi-temps. J'ai pas analysé aucune action de la deuxième mi-temps parce que il y avait sûrement des trucs, mais franchement, j'étais trop fatigué. J'aurais regardé la deuxième mi-temps, enfin, je me serais endormi, donc c'était pas possible. On avait quand même une équipe qui pressait plutôt bien du Barça et qui a complètement étouffé l'équipe de Villarreal. Comme je l'ai dit, peut-être que Lo Celso et Capu ont manqué. Capu, pour sa qualité, quand même, il a une bonne qualité de relance et il a des qualités physiques aussi, forcément, donc ça aurait pu aider. Évidemment, Lo Celso, il aurait pu redescendre pour aider aussi pour la construction, pour ressortir les ballons. Ça leur a peut-être manqué, mais en attendant, on les a étouffés tout simplement. Bref, sur cette action, on peut voir Villarreal qui est pressé à fond. Lewandowski en première ligne avec Ansu, Gavi et Ferran très proches qui marquent leurs joueurs, ensuite Pedri aussi qui est placé assez haut. L'équipe de Villarreal donc est un peu coupée en deux, on voit, hein, Alba sert l'ailier, Frenkie un des attaquants et Roberto sûrement l'ailier gauche je pense. On doit avoir Koundé et Alonso je pense en couverture sur Danjuma j'imagine. Seul Pedraza se retrouve seul et esselé sur la gauche mais c'est compliqué de le servir on va dire. Albiol est obligé de jouer long mais Frenkie veille au grain tout simplement, mais l'agressivité qu'il faut, ballon récupéré, action. Autre action, cette fois-ci on presse sur la gauche, comme souvent pendant le match, notre latéral venait souvent presser haut le latéral adverse. Cette fois-ci Roberto vient sur Pedraza. Toute l'équipe est assez haute sur le terrain, hein. Pau Torres essaie de se créer un angle de passe mais Frenkie est encore là, il met l'agressivité qu'il faut et gratte encore un ballon, donc le ballon arrive sur Ferran Torres et il va faire quelque chose de très simple mais logique on va dire, qui va accélérer totalement le jeu en fait. Ferran est dos au but et c'est que Pau Torres est dans son dos, il voit Pedri face au jeu et le sert en une touche et fait son appel directement dans la profondeur, ce qui peut aussi attirer des joueurs tout ça, donc libérer un peu Pedri aussi d'un potentiel pressing. Pedri se retrouve en position parfaite on va dire, et face au jeu et Ansu fait l'appel. Pedri prend son temps et alors que Robert fait l'appel dans les pieds, Ansu déclenche son appel dans le dos de la défense. Pedri le sert parfaitement mais Rulli sort bien et récupère le ballon malheureusement. Parfait exemple de fluidité et de jeu rapide dans cette attaque, hein. Frenkie qui gratte le ballon, Ferran qui joue en une touche intelligemment, Pedri à la baguette, Ansu et Lewandowski qui font pas forcément les mêmes appels, ils se marchent pas dessus, c'est rapide et presque efficace. Autre exemple de pressing encore du même côté, comme souvent pendant le match, comme je l'ai dit, voilà, le latéral va encore presser, Roberto va encore presser le latéral, cette fois-ci c'est Morica qui est rentré. Roberto ferme l'angle de la passe pour l'ailier qui est pris par Frenkie. Ferran ferme l'angle de passe pour le gardien. Morica est forcé de relancer on va dire dans cette zone là. Pedri le voit et vient boucher un peu l'espace vu que Gavi est sur Parejo. Pauvre Parejo, Gavi l'a harcelé tout le match, mais bon bref. Gavi vient à son tour fermer l'axe, ce qui a obligé Morica à servir donc son milieu. Gavi revient sur lui et il essaie de jouer long du coup. C'est sans compter sur l'anticipation parfaite de Koundé qui vient jouer les pompiers de service, hein. Au moment où Parejo déclenche sa passe, Koundé lui est déjà parti. Il a déjà déclenché sa course pour couvrir et anticiper tout simplement le jeu de tête, quoi, la tête on va dire. Koundé bat Jérémy hein, sans grande difficulté et Frenkie est là pour lancer tranquille. Action finie. Maintenant qu'on a vu un peu le pressing, on va voir un peu quelques actions intéressantes. Sur cette action, Roberto a le ballon, Gavi prend la profondeur et Ferran demande le ballon dans les pieds. Ferran joue en une touche, simple, efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Gavi se retrouve avec le ballon et prend l'avantage sur Parejo. Comme d'habitude, Lewandowski fait signe de jouer à l'entrée de la surface, hein, vous commencez à connaître l'histoire. Gavi veut servir en dessous, mais c'est contré malheureusement, l'action ne mène à rien. Hein. Mais encore une fois, on voit très nettement la différence de style. Je vous montre ça pour vous montrer la différence de style de nos attaques, avec des joueurs qui jouent différemment et qui cherchent pas forcément toujours le 1 contre 1. Autre attaque, Roberto encore avec le ballon, hein. Gavi a pris l'aile et Ferran se place dans l'entrejeu à sa place. Là, on va dire je suis mort de rire. Là, ouais, je suis plié, ouais. On va voir une rafale d'appels, franchement une rafale d'appels de balles des attaquants. La défense de Villarreal elle va plus savoir où regarder. Pedri fait l'appel plein axe, Lewandowski donc le voit. Ça c'est un petit détail, mais bon bref, donc il le laisse faire son appel, il va pas faire l'appel dans la même zone. Ferran fait l'appel dans le dos de la défense. Le milieu de terrain de Villarreal fait signe à Albiol de prendre Pedri rapidement. Ah frère, attention à Pedri. Pendant ce temps-là, Ansu Fati prépare son appel dans le dos du latéral, tapis dans l'ombre.
discret. Lewandowski lui se décale et fait l'appel dans les pieds donc. Pau Torres ne sait plus qui prendre entre Lewandowski et Ferran Torres. Pedri attire Albiol et le latéral grâce à son appel. Le centre de Roberto est trop long pour Pedri malheureusement, hein, et Ansu Fati n'en fera pas grand chose non plus. Dommage, c'est dommage, mais encore une fois, on voit beaucoup de solutions apportées, que ce soit des milieux ou des attaquants, beaucoup d'appels, beaucoup de solutions. Avant de parler des buts, on va voir comment on s'est assez facilement sorti du pressing de Villarreal. Sur une perte de balle de Pedri, Villarreal récupère et veut jouer vite. Frenkie veille au grain et récupère tout en sécurisant, en jouant au sol directement pour Roberto. On voit qu'il appuie sa passe vers le sol exprès, petit détail, mais ça fait la différence. Là, on va voir l'importance de scanner le terrain avant de recevoir le ballon. Roberto reçoit le ballon et Gavi se place en position de recevoir donc le ballon aussi à son tour. Il scanne rapidement derrière lui pour voir la distance du joueur, voilà où est-ce que le joueur adverse est placé. Il voit qu'il a sa droite, donc il se positionne vers la gauche pour repartir et met son corps devant le ballon, on va dire. Au cas où, protection de balle, frère, tu connais. Il serre un peu difficilement Ferran parce qu'il a un peu trop poussé le ballon, bref. Détail, Ferran va se retrouver un peu enfermé sur le côté, Pedri et Gavi font l'appel, le même appel dans l'espace, pas la folie on va dire, mais on va voir que quand même c'est assez utile, parce que ça a le mérite de libérer l'espace pour Frenkie, hein. Parejo il suit Pedri, ça laisse un peu de place pour Frenkie. Frenkie scanne une première fois le terrain, Ferran sert Frenkie, donc qui scanne à nouveau derrière lui encore une fois, et voit Lewandowski qui est donc seul. Malgré le pressing, Frenkie sert tranquillement Robert et la contre-attaque est lancée, et puis voilà. Dernier exemple qui peut marquer la différence entre Frenkie et Busquets, Koundé récupère le ballon et la donne à Frenkie. Il est seul au milieu, entouré de 5 joueurs plus ou moins loin, on va dire. Pour essayer de trouver Roberto plus simplement, ou alors servir directement Pedri pour se débarrasser du ballon, on va dire. On voit les deux milieux qui arrivent pour presser fort. Frenkie avance et le joueur qui venait sur Pedri se dirige donc vers lui. Alors que fait Frenkie quand un joueur lui court dessus? La grande question. Ah bah tout simplement il lui court dessus aussi. Voilà, Alors que fait l'adversaire du coup? Bah il recule. Il recule parce qu'en fait il a peur de se faire prendre de vitesse tout simplement. Pour le coup, Frenkie fait pas forcément le bon choix on va dire de la donner à Pedri parce que c'est un peu tard on va dire, il perd le ballon. Mais bref, sur cette action, bah, ça peut montrer à la fois les bons côtés et les mauvais côtés de Frenkie on va dire. Il a pas peur de monter on va dire le balle au pied, voilà, d'attaquer les espaces. Même dans une situation de pressing, le gars arrive sur lui, il lui cavale dessus, tu vas faire quoi? L'autre il a peur, il recule. Donc c'est plutôt lui au final qui fait peur aux adversaires avec le ballon, c'est quand même fou. Sauf que le problème c'est qu'il lâche son ballon peut-être un peu trop tard ou dans le mauvais timing ou voilà. Donc ça c'est encore tu vois le petit problème de Frenkie en 6, mais c'est des petits problèmes à régler on va dire, des détails que tu peux régler avec le temps. Donc sur le premier but, Pedri a le ballon au milieu, il joue, il est assez bas au niveau de Frenkie, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il venait un peu aider à la construction, toute l'équipe est assez haute sur le terrain et Alba est très haut dans le couloir. Gavi vient faire l'appel dans les pieds alors qu'Alba le déclenche lui en profondeur. Lewandowski est dans l'axe complètement hors jeu mais du coup il a une longueur d'avance sur la défense. Et, on s'en fout à ce moment là parce que il fait pas action de jeu, il n'est pas servi donc lui le hors-jeu ça compte pas. Pedri sert parfaitement Alba qui sert Robert en une touche. Robert a toujours son avance avec les défenseurs donc comme quoi son placement était nickel. Les défenseurs se jettent désespérément mais Robert lui est déjà loin. Il est déjà loin Robert, il est parmi les étoiles. Il vient mettre son 10e but de la saison et son premier de la soirée. Sur le deuxième but, après une perte de balle de Frenkie, Gavi déclenche le contre-pressing. Il est limite chopé par Parejo, qui, comme je vous le disais, avait eu un enfer, le pauvre. Pau Torres prend peur en voyant le bulldog arriver sur lui, et il rate sa prise de balle. Pedri tacle parfaitement, et Gavi accélère du coup. Parejo, encore lui, essaie tant bien que mal de stopper Gavi, hein, mais rien à faire, frère. Gavi continue, et finit par servir Lewandowski, donc, qui s'était excentré un peu pour laisser l'axe en dessous. Il a souvent fait, il le fait souvent en ce moment, mais hier il a souvent fait avec en dessous. Lewandowski fait la différence comme le grand joueur qu'il est et vient mettre son 11e but de la saison pour s'asseoir un peu plus sur son trône de Pichichi. Sur le dernier but, Frenkie reçoit le ballon dans l'axe, il voit qu'il a la place de se projeter, qu'il a l'espace. Comme je le disais tout à l'heure, Pedri reste un peu plus bas vu que Frenkie monte. Il va provoquer et attire les deux milieux axiaux. Lewandowski revient comme souvent en appui on va dire et sert Gavi en une touche qui était seul. Ferran Torres est très excentré, ça aussi je tiens à le souligner parce qu'on critique souvent Xavi parce que les ailiers collent trop la ligne, tout ça, voilà, un problème, ouais les ailiers sont trop loin, ils peuvent pas, machin. Ok, je veux bien que les ailiers collent la ligne, il faut écarter cette défense là. Au final, regardez, Ferran Torres se retrouve seul, c'est pas plus mal, mais quand tu es ailier, que Xavi te demande de vraiment rester, de coller les lignes pour écarter cette défense au maximum, il faut pas non plus rester collé sur ta ligne. Si t'as l'occasion de rentrer dans l'axe pour te projeter dans la surface et être dangereux, il faut le faire. Tout simplement, il faut pas chercher à rester collé la ligne, absolument. Enfin, faut réfléchir, voilà, tout simplement. Il faut s'adapter au jeu. Tu dois pas suivre les consignes à la lettre non plus. Tout dépend de ce qui se passe sur le terrain, tout simplement. Bref, Gavi sait très bien que Ferran est là-bas, hein, il le sert sans le regarder. Ferran arrive lancé et élimine sur une feinte le latéral. Gavi
Lewandowski et Ansu Fati s'attendent à ce que Ferran la donne dans l'axe, mais il va encore crocheter la petite serrure de cette défense. Ansu Fati, avec le flair qu'il a, continue sa course. Ça, c'est bien joué. Ferran le sert, et voilà, Ansu Fati a failli nous sortir un des plus gros loupés de l'histoire, digne des plus belles compiles de football gag, pour ceux qui connaissent les cassettes VHS, pour les anciens. Sinon, les compiles YouTube, hein, frère, les plus gros ratés dignes de ce nom. Donc voilà, on finit là-dessus. Une belle victoire pour cette équipe-là. Une première mi-temps assez belle, comme on a vu en image, hein, dans l'intensité, dans le pressing, dans les sorties de balles, dans les attaques, les appels, tout ça, très intéressant. Et une deuxième mi-temps beaucoup moins sympa, avec des joueurs qui se sont vraiment calmés, qui ont calmé, voilà, ils ont géré le match. Alors c'était chiant pour nous, spectateurs, mais je vais pas me plaindre. Franchement, je vais pas me plaindre de ça, parce que pour moi, c'est pas un problème physique, pour moi, c'est pas un problème d'équipe. Pour moi, c'est juste l'équipe qui a voulu gérer, qui a voulu se calmer. On gagne 3-0 à la mi-temps, les gars. C'est pas arrivé depuis combien de temps? C'est pas arrivé depuis avant la trêve. Donc, on gagne 3-0 à la mi-temps. Maintenant, on gère le match. On finit tranquillou. On se garde des forces pour Bilbao qui va arriver dimanche, et pour le Bayern la semaine prochaine, tout simplement. Même si la Ligue des Champions c'est quasiment fini, les gars, l'équipe elle va pas dire c'est fini, on va aller sur le terrain et on s'en fout. Non, il faut gagner contre le Bayern. Il faut gagner contre le Bayern et contre le Victoria. On sait jamais ce qui peut se passer, les gars. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? L'histoire est en marche, les amis. Voilà. Cette victoire va donner de la confiance aux joueurs. Pourquoi pas? Psychologiquement, ils se disent c'est possible. Pourquoi ce serait pas possible? Pourquoi ce serait pas possible? Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fait le tour. Hein. On se retrouve demain sûrement pour l'avant-match de Bilbao. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Ciao.